« 1975, la veille de Noël. Des voix aux lourds accents écossais résonnent dans la cantine. Entre rire et manque des proches restés à terre, c'est la camaraderie qui prime. Tous dans le même bateau, après tout. La voix criarde du patron traverse les haut-parleurs. La machinerie est en action et semble jouer un concerto avec les vagues s'écrasant en contrebas et le vent soufflant dans les bâches. Soudain, le ciel s'assombrit. La mer se met à gronder. Le vent à hurler. Et sous les tôles battues par la tempête, quelque chose semble attendre dans les profondeurs. Perdue au milieu de ce chaos, la plateforme pétrolière gémit, cédant peu à peu sous la pression. L'acier plie, les lumières vacillent. La mer et le ciel se referment sur les lieux, y piégeant toute âme s'y trouvant, créant ainsi un huis clos éprouvant. Sur ce terrain de jeu, l'horreur peut se déployer. Insidieuse, elle rampe dans les ténèbres, déforme le temps et l'espace, corrompt la chair et l'esprit. Ce mal s'insinue dans les parois, dans l'eau qui sointe des plafonds, et dans la panique même qui gronde dans la gorge des survivants. Rien pour se défendre, aucun endroit pour s'enfuir. Juste des pas précipités dans des couloirs qui se rétrécissent, sur des échelles bien trop glissantes et des portes que l'on ferme trop tard. On fuit face à l'inévitable, face aux voix déformées d'anciens camarades, face à l'horreur qui s'infiltre dans le moindre morceau de métal tordu et joue avec les corps comme s'ils n'avaient jamais eu de volonté propre. Mais quoi qu'il arrive, on cherche à survivre, malgré la peur, malgré la douleur, malgré la terreur qui confine à la folie. Ne faudrait-il pas abandonner pourtant ? Bienvenue, installez-vous et laissez-moi vous parler de Still Wake the Deep. Un jeu dont curieusement peu de gens semblent parler, alors qu'il a selon moi énormément à offrir. C'est un jeu narratif sorti le 18 juin 2024 et développé par The Chinese Room. Un studio déjà connu pour Amnesia et Machine for Pigs, et réputé pour son travail sur l'ambiance, l'écriture et l'immersion. Autant vous dire que je m'attendais à quelque chose de solide. Mais ce qu'ils ont réussi à créer ici va bien au-delà de tout ce qu'ils avaient pu faire auparavant. Un petit point contexte s'impose. On incarne Kaz, un électricien qui s'est engagé sur une plateforme pétrolière pour fuir l'Écosse après avoir agressé un homme. Le temps que l'orage se calme, il s'exile donc en pleine mer du Nord, coupé de sa femme et de ses 2 filles. On suit son quotidien jusqu'à ce que tout parte en vrille. Dit comme ça paraît simple. Et ça l'est. Mais c'est dans l'exécution que le jeu se distingue. Kaz, c'est un personnage que j'ai trouvé immédiatement attachant. Et bourru, un peu paumé, mais profondément humain. Et surtout faillible. Sa faille principale, c'est la lâcheté. Kaz, c'est la fuite en avant incarnée. Comme tant d'autres, il croit qu'ignorer un problème finira par le faire disparaître. Il préfère se boucher les oreilles, fermer les yeux et courir, plutôt que d'affronter les conséquences de ses actes. Et sur la plateforme, il continue à fuir. C'est la raison même pour laquelle il se retrouve une veille de Noël perdu en pleine mer du Nord, loin de ses proches. Il a préféré fuir ses responsabilités à terre, quitte à abandonner sa famille plutôt que de les affronter. I'm fucking scunner, Suze. What do you want from me? I'm just saying this, Kaz. If you leave us, if you run, if you go, then we are done. Et sur la plateforme, il continue à fuir. Dès le début du jeu, il est convoqué par son supérieur, Rennick, à cause de son passé. On le contrôle alors dans une marche lente et réticente vers le bureau. Il sait que cette fois, il ne pourra plus échapper à ce qu'il a fait. Mais le chaos éclate. Jesus, Gregor! Gregor! Get away from the edge! Gaz! Gaz! Get back, man! Gaz! Help me! Gaz! Don't let me die, man! Please!
gonna die! Jesus, just hang on! Fuck! Et lui offre une nouvelle échappatoire. Sauf que cette fois, il ne va plus devoir seulement fuir ses responsabilités, mais l'horreur qui est en train de s'immiscer au sein de la plateforme. Et cette fuite en avant va devenir le cœur même de la narration du jeu. Pendant tout le jeu, Kaz tente de s'échapper, d'une manière ou d'une autre. Mais chaque tentative se solde par un échec. Les canaux tombent à l'eau, l'hélicoptère décolle sans lui, puis s'écrase. Tout semble l'empêcher de fuir et pourtant il continue d'essayer, parce que ce déni est devenu son seul refuge. Il s'accroche à l'idée qu'il peut encore s'en sortir. Et c'est cette obstination qui va le pousser à se dépasser. Grâce à cette illusion de contrôle, il arrive à sauver plusieurs de ses collègues. Il tient bon, il affronte des situations qu'il n'aurait jamais cru pouvoir gérer. Mais malgré tous ses efforts, les morts s'enchaînent. Un à un, ses compagnons disparaissent. Jusqu'à ce que Roy, son meilleur ami, le parrain de ses filles, meure à son tour. Roy, talk to me, big man. Come on, Roy. Roy, wake up, you prick. Please wake up. Wake up, come on. Oh, you bastard. Et c'est là qu'on sent que quelque chose en lui se brise définitivement. Please, big man, come on back. Christ, don't leave me. Roy, don't leave me. I can't do this, man. I'm scared, Roy. I'm fucking terrified. Il fatigue, il comprend, il réalise que tout est en train de s'effondrer. Mais il continue malgré tout. Il continue à fuir. Non plus l'horreur, mais l'idée même que tout est terminé. Qu'il ne reverra jamais ses filles. Que Suze, sa femme, ne lui pardonnera jamais. Il s'accroche à l'espoir illusoire de les revoir un jour et fuit l'idée même de sa mort prochaine. Et puis il se retrouve seul, face à l'indicible. Et c'est Finlay à l'agonie qu'il pousse à choisir. Mourir pour rien, ou mourir en emportant la créature avec lui. I'm going to face it, Kaz. What do you mean? Ah! We can't get back. We can't. Pour une fois, il n'a plus d'échappatoire. Not going to stop me. Il doit décider. Fuck's sake, McCleary. For one, stay alive. Be brave. Be brave for them. You can't save yourself. But you can save him. Et il le fait. Il affronte ce qu'il fuyait depuis toujours. Et dans ce choix, il trouve enfin sa rédemption. Marry me. What? I'm serious. Marry me. We make beautiful wains. I want to spend my whole life with you. La fin est simple, mais puissante. Il trouve enfin une lueur de courage en lui et part en paix, comme pardonné pour ce qu'il a fait, mais surtout ce qu'il n'a pas fait. Et on comprend que ce parcours intérieur de lâche à héros est le sujet principal de cette histoire, au-delà même de sa dimension horrifique. Cette narration, en plein cœur des tourments humains, et ancrée dans la faille de son personnage principal, porte toute la structure du jeu. Et elle souligne parfaitement le deuxième grand thème de Still Wakes the Deep, le fantastique. I have to get across to the bird. By Christ, I can barely Car see oui, left Still Wakes the there Deep with n'est this. bien entendu pas qu'un récit humain bouleversant. C'est aussi une œuvre fantastique d'une rare maîtrise. Et c'est bien là une chose précieuse, tant dans le jeu vidéo que dans les autres médias. Bien trop souvent, l'influence de Lovecraft ou du fantastique en général est mal comprise. L'horreur devient alors trop explicite, perd de son mystère ou sombre dans le kitsch en exposant sans retenue ses monstres. Mais ici, rien de tout ça. À mon plus grand bonheur. Avant d'aller plus loin, il faut peut-être rappeler ce qu'est vraiment le fantastique. Pas la fantaisie, pas l'horreur brute, non, le fantastique. Le fantastique repose sur une rupture, une brèche dans la réalité. Il fait surgir l'inexplicable dans un monde jusque-là régi par des lois logiques. Ce qui le définit, ce n'est pas tant l'apparition du surnaturel que le doute. Ni les personnages, ni le joueur ne savent avec certitude ce qu'il se passe. Et c'est cet entre-deux, cette hésitation permanente,
qui crée cette atmosphère si particulière. Dans le Horla de Maupassant, par exemple, pour prendre l'exemple le plus souvent utilisé, le narrateur est-il réellement hanté ou simplement en train de sombrer dans la folie ? La réponse reste toujours suspendue. La notion de doute sur ce que l'on voit et ce que l'on vit est essentielle dans le fantastique. Elle doit imprégner toute l'œuvre et bien souvent subsister jusqu'à la fin. C'est précisément cet équilibre fragile qui est souvent très mal exécuté. Stilwell the Deep maîtrise parfaitement cet équilibre fragile et a même réussi à le maintenir dans son extension, Siren's Rest, où l'on incarne Mary, une plongeuse, cherchant 10 ans après l'histoire du jeu principal à comprendre ce qui s'est passé sur la plateforme et surtout ce qui est arrivé à son père, Brody. Même avec cette extension, le mystère et le doute restent entiers, et aucune explication concrète n'est donnée sur les événements. Mary, you being here is just the opposite. You're not disrespecting these people, Mary. You're laying them to rest. Dans le jeu, l'horreur s'immisce d'abord par le son. Le design sonore du jeu est d'une précision terrifiante. Avant même d'apercevoir quoi que ce soit, on entend. La plateforme gémit, grince, craque. Les tuyaux résonnent comme des artères sous pression. À chaque pas, on a l'impression que la structure respire, souffre, se tord, comme si elle était possédée. Ces sons sont là en permanence, et plus la créature s'insinue, plus la plateforme semble hurler. On avance, mais chaque déplacement est une menace. Un faux pas et c'est la chute. On se sent minuscule face à la mer déchaînée et à la peur d'une noyade imminente. Les passerelles sont abîmées et glissantes, on pourrait tomber et se noyer à tout moment. La sensation de vertige est terrifiante. Moi qui ai le vertige, j'ai eu du mal à regarder l'écran par moments tant il me prenait à la gorge. Et c'est donc là, du coup, que le gameplay entre en jeu. Certains disent qu'il y en a trop peu. Moi, je trouve qu'il est équilibré et qu'il soutient parfaitement la narration. Permet de ressentir plus profondément le danger qui entoure notre personnage et renforce l'immersion en nous faisant trembler avec et pour Kaz à chaque fois qu'une passerelle lâche ou que l'on manque de glisser. Il n'est pas présent pour nous occuper ou nous distraire, mais bien pour accentuer l'angoisse des déplacements sur ces lieux en perdition. Et pour l'instant, on ne parle que de dangers purement rationnels. Une plateforme pétrolière isolée en pleine mer, sur le point de s'effondrer dans les abysses, ce qui aurait pu être suffisant en soi. Mais bon, comme vous vous en doutez, il n'y a pas que ça. L'horreur prend une toute autre dimension quand apparaît The Shape, la forme, comme a décidé de la nommer la communauté du jeu. Cette masse de chair et de nageoires translucides remontées des profondeurs, s'insinuant lentement dans les entrailles de la structure. Elle est belle, étrange, impossible à décrire. Et c'est précisément ce qui la rend si terrifiante. On ne peut pas vraiment dire ce qu'on voit. C'est là qu'on touche à l'indicible, un des thèmes favoris de Lovecraft. Ce que notre esprit ne parvient pas à reconnaître ou à nommer devient une menace absolue, parce qu'on ne peut ni comprendre, ni se défendre. Le cerveau cherche désespérément des repères, des analogies rassurantes, mais il n'en trouve pas. Comme dans la couleur tombée du ciel, l'horreur ici ne prend pas une forme définie. C'est une contamination lente, invisible, qui déforme les corps et les esprits. Il n'y a pas de monstre clairement identifiable, juste une présence étrangère qui altère le réel. Et comme dans Still Wake the Deep, cette altération touche autant les corps que les perceptions. Elle rend fou, elle déforme, elle détruit lentement et provoque une peur primale chez ceux qui y sont confrontés. Et puis vient la troisième strate de l'horreur, celle des créatures, des monstres, ou plutôt des hommes transformés. Car après la plateforme vivante, après la présence indicible, il faut affronter ce que la forme fait aux humains. Au départ, on entend seulement des cris, des plaintes, des voix déformées.
On veut croire qu'ils sont encore humains, qu'on peut peut-être encore les aider. Mais vient un moment où l'on finit par voir. Et là, c'est l'effroi. Ils n'ont plus rien d'humain, juste des amas de chair, de membres disloqués, de boue, de tentacules. Ils hurlent, attaquent, supplient. Ce qu'ils étaient n'existe plus. Ils sont devenus le reflet grotesque et incohérent de l'horreur qui les a dévorés. Et la notion d'indicible nous rattrape encore une fois, nous retournant l'estomac. Et pourtant, la pire horreur, c'est peut-être celle qui se loge dans les têtes. La 4e couche, la plus intime, est psychologique. On s'attache très vite à ces personnages. Leur accent écossais, la simplicité de leurs échanges, la banalité de leur vie. Ce sont des gens ordinaires, drôles, un peu usés et attachants. On les comprend, on les aime. Alors quand tout bascule, c'est insupportable. Quand Finlay commence à douter de ce qu'elle a vu, quand Roy nie l'évidence, quand leur voix se brise. Mars! He was always gonna die. All of them. Always. Quand leurs corps suivent. Jesus! On sent la peur, la perte de contrôle, la paranoïa. Qui sera le prochain à se transformer? Et comment cela se produit-il? On ne sait pas. Et cette ignorance devient une nouvelle forme d'angoisse. Difficile ici de ne pas penser à The Thing, de Carpenter. Un huis clos en milieu hostile, la transformation, la peur de l'autre, l'apparence des créatures, leurs cris, mais aussi la culpabilité. La créature semble se nourrir des regrets. Elle envahit les lieux, mais aussi les esprits. Elle pousse chacun à revivre ses fautes, ses peines, ses remords. I'm just trying to pick up the pieces of your mess. He wouldn't let it go, okay? He's carried a fucking torch for you since school. Kaz, notamment, est assailli par les visions de sa femme et de ses filles qu'il laissait derrière lui. Oh, no. Bigger man! You are shitting me, McCready! You're the bigger man! You think your daughter's got more brains and bigger balls than you have? Tout semble ramener les personnages à ce qu'ils ont perdu, à ce qu'ils n'ont pas su réparer. Même les créatures, dans ce qu'il reste de leur conscience, semblent s'excuser. Elles s'excusent même. Comme si la douleur, le chagrin, étaient devenus les derniers fils qui les rattachent à leur humanité. Cette impression ne fait que se confirmer dans le DLC. L'esprit de Mary est happé par la forme, qui lui fait voir ce qu'elle veut voir. Des informations sur son père, Brody. Elle l'appâte vers elle, pour essayer de l'absorber, comme elle l'a fait avec tous les autres. Elle lui montre son père, dans les lieux où elle lui a parlé pour la dernière fois, et joue sur son regret de l'avoir laissé partir pour la plateforme, pour l'amener à la rejoindre. Shh, don't worry. We'll dive together. I've got you. Just hold on to me. C'est sans doute là que réside l'horreur la plus douloureuse. Celle qui ne parle pas de monstres, mais de deuil, de culpabilité, d'abandon. On ne regarde pas des gens sombrer. On tombe avec eux. On ressent leur chute. Le désespoir de Roy, la folie de Finlay, les hallucinations de Kaz, l'agonie de Brody. La mort ici n'est pas un sursaut de violence. Ça va être une lente décomposition. Et c'est parce que le jeu a su nous attacher à ces personnages dès les premières minutes que chaque perte est insupportable. Et c'est précisément cette empathie que le jeu cultive patiemment, qui transforme cette expérience en véritable tragédie. Une tragédie qu'il ne cesse de creuser, scène après scène, jusqu'à son dénouement inévitable. Une tragédie en réalité déjà écrite. Dès les premiers instants du jeu, tout était là, en place. Il ne restait plus qu'à avancer et à assister impuissant à l'effondrement prédit. L'introduction de Still Wake the Deep est d'une efficacité redoutable. En quelques minutes, le jeu pose son cadre, ses personnages et sa tension sourde. Et cela sans jamais trop en faire. La progression depuis la chambre de Kaz jusqu'au bureau de Rennick sert à plusieurs choses. On y rencontre tous les travailleurs de la plateforme, on devine leur caractère, on s'y attache. Mais on découvre aussi la structure du lieu, ce qui nous permettra de comprendre l'étendue des dégradations plus tard. Et surtout, dans ce petit moment de vie paisible, le jeu annonce déjà la majorité de ce qui va se passer par la suite. Premier personnage que l'on croise en sortant de la chambre, c'est Finlay. Immédiatement, on comprend que c'est une femme forte, déterminée, pas du genre à flancher facilement.
Elle nous demande un briquet pour aller fumer une cigarette. Can I find my lighter anywhere? Take mine. I don't need it anymore. Et c'est là que le jeu commence à écrire sa tragédie. Parce que ce briquet, c'est celui qui permettra à Kaz de détruire la créature. Et qui, du coup, provoquera aussi sa mort. La fin du jeu est annoncée dès ses premiers instants. Ce briquet que Kaz donne à Finlay, presque machinalement, lui sera rendu plus tard, par une Finlay mourante, qui lui ordonnera d'arrêter de fuir et de prendre enfin ses responsabilités. Ce qu'il fera. Une autre information capitale nous est donnée tout aussi discrètement. Roy a oublié son insuline dans sa cabine. On peut l'entendre dans un échange anodin à la cantine. Trot says he's left your insulin in your cabin. Oh, bless his little communist socks. Et là encore, dans le calme de cette routine, l'info semble sans gravité. Les cabines ne sont pas loin. Mais une fois la plateforme dévastée, Roy n'y aura plus accès, et son sort sera scellé. Dans la cantine, on peut entendre des gens discuter entre eux, l'un d'eux s'inquiète à voix haute. Il craint que la plateforme ne devienne un piège mortel au moindre problème. Ses collègues lui demandent de se taire parce qu'il porte malheur. This place, come on! If we don't take industrial action soon, this place will be even more of a death trap than it already is. Encore une fois, le jeu glisse une nouvelle annonce à peine masquée, une peur exprimée qui deviendra réalité. Même chose un peu plus loin. On entend déjà les techniciens se plaindre de la foreuse. Ah, drill's acting up this morning. Got the crew running around like blue-ass flies, but they can't make head or tail of it. Et dans le bureau de Rennick, ce dernier reçoit un appel signalant un problème avec celle-ci. Qu'il choisit d'ignorer. Il refuse de s'en occuper. Et c'est juste après cela que tout bascule. Les explosions retentissent, la catastrophe se déclenche. En fait, tout est annoncé dès les premières minutes. On ne peut que constater, impuissant, la chute déjà en marche. Et c'est ça qui rend Still Wake the Deep si terrifiant. Pas seulement sa créature, ni les corps déformés, mais cette sensation de destin impossible à fuir. Même si Kaz se bat, même s'il parvient à limiter les dégâts, à stabiliser un tant soit peu la plateforme, rien n'y fait. Il ne pourra pas empêcher la mort de Roy, ni celle de Finlay, ou encore celle de Brody, ni même son propre sacrifice. Le jeu nous fait ressentir cette perte totale de contrôle, cette inéluctabilité, comme si on courait vers une fin tragique sans pouvoir bifurquer. Peu importe ce qui est fait. Et c'est là que Still Wake the Deep touche au tragique, dans le sens classique du terme. Comme dans une tragédie grecque, tout est déjà en place dès le début. Le cadre clos, les figures marquées par leurs fautes, les signes avant-coureurs d'une chute que personne ne veut vraiment voir. Le jeu respecte même les unités aristotéliciennes de lieu, de temps et d'action, en nous enfermant dans un lieu unique, dans une temporalité resserrée, avec un objectif unique, survivre. Ou plus exactement, tenir bon jusqu'à la fin. C'est cette écriture en spirale, cette manière de semer dès l'introduction les germes de la tragédie qui rend ce jeu si marquant. Car au-delà de son ambiance saisissante, de sa créature indicible ou de son sound design glaçant, ce jeu nous parle avant tout de fatalité, de ces erreurs que l'on croit pouvoir fuir, des regrets qu'on enterre sous le silence, de cette fuite en avant qui finit toujours par nous ramener à l'origine de notre douleur. Et c'est peut-être là que réside la véritable force de Still Wake the Deep, dans cette capacité à fusionner l'horreur cosmique et l'intime, le fantastique et le tragique, pour raconter une histoire fondamentalement humaine. Une histoire où l'on ne sauve pas le monde, où l'on n'échappe pas à la fin, mais où l'on peut malgré tout choisir de faire ce qu'il faut. Même trop tard. Même si ça ne change rien. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air, à commenter, ça me fera extrêmement plaisir et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets dont vous avez envie de me voir parler. C'est avec plaisir que je le ferai. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et à tout bientôt dans une prochaine vidéo.